L'entrepreneuriat de rue caractérisé par la vente à la sauvette et monnaie courante. Les kiosques, les petits étals et les marchands ambulants font désormais partie intégrante de l'économie nationale. S'agit-il là d'une stratégie de survie ou simplement d'un levier de développement économique? Comment ces entrepreneurs de la rue font-ils preuve d'ingéniosité pour écouler leurs produits? Quels sont les principaux défis qu'ils rencontrent et comment les surmonter? Finalement, comment intégrer ces activités dans l'économie formelle? Entrepreneuriat de rue, activité de survie ou modèle économique, c'est le thème de cette émission. Le développement avec nos spécialistes, c'est juste après le générique. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine dédié aux entrepreneurs et aux différents acteurs de l'économie. Entrepreneuriat de rue, activité de survie ou modèle économique, c'est le thème de cette émission. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir 4 invités, dont le premier qui est le président du syndicat des commerçants et contribuables du Mali, Sina Dekom. Bonsoir, monsieur Cheikh Oumar Sakou. Bonsoir, les présentateurs. Alors, je rappelle que c'est un nouveau syndicat, le Sina Dekom, c'est un nouveau syndicat qui a été mis en place. Effectivement, c'est un nouveau syndicat qui vient d'être créé il y a presque une année. Pourquoi ce syndicat? Nous, on avait créé à un moment, il y a 20 ans de cela, un syndicat national de commerçants d'État du Mali, qu'on appelait Sinacodem. Donc, après longue année, on a compris que nous sommes au moins 80% d'importateurs et exportateurs. Quand on a des problèmes au niveau de la douane nous dit vous ne pouvez pas parler au nom des importateurs et exportateurs parce que vous avez une statut de commerçant détaillant. C'est vrai. Donc, c'est ce qui a fait que nous aussi, en réfléchissant, nous avons créé un syndicat national de commerçants et contribuables du Mali. Parce que tous les contribuables, déjà, qu'ils soient importateurs ou industriels, donc détaillants, ça regroupe tout le monde. C'est ce qui a fait que nous avons créé un syndicat national de commerçants et contribuables. Vous allez nous dire ce que ça change pour vous fondamentalement et ce que ça va surtout changer pour les Maliens quand on parle de commerce, de vente au détail. Mais j'ai également le plaisir de présenter notre second invité. Il s'agit de Mamadou Guindo. Il est le promoteur de Guindo Farming, une entreprise agricole. Effectivement, Guindo Farming, c'est une entreprise qui est dans le domaine de l'agriculture durable. Et nous intervenons particulièrement dans le secteur du maraîchage. Donc, Alors, je rappelle à nos téléspectateurs que les 2 premières personnes que j'ai eu le plaisir de présenter ont commencé comme des vendeurs ambulants, ont commencé comme des vendeurs, des entrepreneurs de rue, on va le dire ainsi. Et aujourd'hui, ils sont des entrepreneurs aguerris, des entrepreneurs de référence dans leur domaine respectif. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais j'ai le plaisir également de présenter nos autres invités, notamment l'économiste, enseignant-chercheur à la FSEG, Faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako, monsieur Mamadou Beidali Sangari. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également. Bien, monsieur Séni, de m'avoir invité sur votre plateau. Et je rappelle que notre 4e et dernier invité n'est autre que monsieur Modibo Diakité. Il est le président de l'association pour le développement socio-économique et technologique de la jeunesse, en abrégé ADEJ. Nous avons eu l'occasion de vous recevoir il y a quelques temps. ADEJ, c'est une entreprise, pardon, c'est une association, une ONG qui accompagne les jeunes qui veulent entreprendre, c'est bien cela? Oui, c'est ça. Nous, à la base, on est une ONG qui accompagne la création d'entreprises par les jeunes. En même temps aussi, nous aidons à la croissance et au développement des jeunes entrepreneurs. À côté de ça aussi, nous contribuons à des activités de formation continue, de reconversion, en même temps aussi des activités de facilité d'accès au crédit.
Messieurs, pour commencer, quel état des lieux, je vais commencer par vous, Monsieur Sangaré, quel état des lieux, vous, l'économiste, faites du secteur de l'entrepreneuriat de rue, ou du moins du secteur informel, quand on parle surtout de la vente à la sauvette, des vendeurs ambulants et autres? Ok. Donc, bon, je tiens déjà d'abord par vous remercier de m'avoir invité pour débattre d'un sujet aussi important et qui a toujours été d'actualité. Donc peut-être il serait bien séant de commencer par définir ce que c'est que le secteur informel. Donc le secteur informel se réfère aux activités économiques et aux entreprises qui ne sont pas enregistrées auprès des autorités compétentes et qui opèrent en dehors de tout cadre réglementaire formel. Donc comme vous l'avez dit, ça regroupe un éventail assez large d'activités. Ça va des petits commerçants aux artisans et même quelques petites industries aussi. Voilà. Donc aujourd'hui, d'après les statistiques dont nous disposons, le secteur informel représente le tiers du PIB, du produit intérieur brut national, 80% de l'emploi, ça veut dire que 80% des actifs sont employés par ce secteur. Donc pour dire que c'est un secteur très très important pour l'économie malienne, quoique voilà, d'un point de vue fiscal, sa contribution est presque nulle, très négligeable à ce niveau. Monsieur Sako, je sais que vous avez été un moment le président des commerçants détaillants, et on sait que le commerce au détail, c'est un secteur où on retrouve beaucoup de personnes qui évoluent dans le secteur informel. Qu'est-ce qui a été, avant justement de parler de ce qui a été fait, mais quel est le constat que vous faites à ce niveau? Merci. Je pense que tout d'abord, je voudrais répondre un peu par rapport à la question des secteurs informels. Peut-être beaucoup se disent secteurs informels, ce ne sont pas des secteurs informels. Je le dis à tout moment, ce sont des secteurs de commerce du détail. Parce qu'une fois que tu payes tes patentes, tu payes tes droits de place, donc déjà tu es rentré dans le formel. Donc peut-être qu'on peut dire que tu n'apportes pas le bilan annuel, sinon tu es déjà un commerçant informel. Donc peut-être les vendeurs à la sauvette, on peut les appeler toujours les informels. Donc je vous dirais aujourd'hui, le commerce de détail, ça se porte très mal. Ça porte très mal. Pourquoi? Pourquoi? Parce que manque d'équipement marchand. Vous voyez aujourd'hui, tous ceux qui sont au bord du goudron, ce n'est pas par plaisir qu'ils sont au bord du goudron, soleil et puis la pluie, donc ce n'est pas un plaisir pour personne. Donc, mais quand il manque d'infrastructures comme équipement marchand, donc les gens sont obligés d'utiliser au moins des genres de trucs, pas, alors que ça ne leur plaît pas. Donc, comme tu disais, que comme nous allons revenir par la solution, donc je disais quand même, comme M. Sangaré a dit, le secteur de détail, c'est très important dans notre économie, mais ce n'est pas été bien utilisé par nos gouvernants. Donc, c'est ce que j'ai dit. Monsieur Guindo? Oui, bon, par rapport à la question, ce que moi je peux dire, comme lui il a donné une précision, en disant que les gens payent la patente. Par exemple, les gens qui sont ambulants, qui font le commerce de porte en porte, très généralement, c'est des personnes qui ne payent pas la patente, mais ils sont énormes. Donc moi-même, je faisais partie. Moi, je prenais ma moto pour faire de porte en porte, parce que, comme le présentateur a dit, survie ou bien... Bon, à ce moment, moi, je faisais par survie. Mais après, il peut y avoir une amélioration de la situation. Sinon, nous tous, on a commencé de porte en porte. On ne paye pas de patentes, on ne paye pas de taxes, on ne paye pas d'impôts. On va juste prendre le matériel et on a des clients, on parle bien, on arrive à convaincre les clients et vendre. Bon, il y a beaucoup de personnes qui sont dans ça. Et moi, je fais partie aussi de la communauté des petites et moyennes entreprises. Nous sommes plus de 400 entreprises au sein de la communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les activités, les petites et moyennes entreprises, les petites et moyennes industries,
qui ne payent rien, qui sont à la maison, qui travaillent, qui font des productions, et des bouche à oreille, de porte en porte, qui vendent. Donc, et vraiment, on va voir tout à l'heure quelles sont justement les conséquences économiques de cette situation, parce que il y a des conséquences économiques, on va en parler tout à l'heure. Monsieur Diakité, la même question, quel état de lieu, vous, président d'une ONG qui travaille avec les jeunes, qui aide les jeunes à entreprendre, quel état de lieu faites-vous? Au fait, nous voyons le secteur informel comme un secteur qu'on appelle dans le jargon le bassin d'emploi. Au fait, c'est un secteur qui offre beaucoup de cadres, beaucoup d'opportunités aux jeunes qui n'ont pas eu la possibilité de s'exceller vers les emplois salariés ou pouvoir créer immédiatement leurs entreprises. Donc, le secteur informel est une étape, un pas pour permettre aux jeunes d'intégrer le secteur, la vie économique et embrasser un métier. Donc du coup, il y a un processus et il y a une catégorisation à faire. Le processus, c'est l'initiation d'entreprendre une idée ou un projet de carrière. Parce que très généralement, ceux qui réussissent là-dedans, c'est des gens qui ont une vision lointaine, qu'ils soient diplômés ou non diplômés, et inscrivent leurs actions dans la durée. Bon, maintenant, l'étape et la catégorisation, il y a ce qu'on appelle les ambulants qui sont beaucoup au bord des goudrons ou bien dans les carrés, comme Guido l'a dit, le doyen aussi a touché le doigt. Il y en a aussi qui décident, et malgré que le bilan, ou bien ils n'ont pas de grandes marchandises, ou bien ils n'ont pas de grandes boutiques, ils ont des kiosques, mais qui s'enregistrent auprès des impôts, qui contribuent au paiement des taxes, mais ils participent à l'animation de l'économie locale ou bien l'économie circulaire. Donc à côté de ça aussi, il y a des petites entreprises ou bien des coopératives qui emboîtent les mêmes pas, donc qui aussi contribuent à l'économie sociale et circulaire, mais qui au départ on n'accorde pas de grandes choses ou bien on n'accorde pas de grands intérêts, mais à travers les activités, vous voyez que c'est des groupements de femmes, de jeunes qui se mettent ensemble pour entreprendre par exemple une initiative de saponification et ils créent un système de distribution via les réseaux sociaux, via leurs propres réseaux qu'ils créent pour quand même contribuer à l'économie. Donc le secteur informel est un secteur qui contribue à la création d'emplois plus que le secteur formel ou bien la fonction publique. Comment se présente l'entrepreneuriat de rue à Bamako en particulier? Je vous invite à suivre ce grand angle qui va nous permettre d'évoquer cette question et justement d'avoir des témoignages poignants. L'entrepreneuriat de rue est à un niveau élevé à Bamako. Des centaines de jeunes, hommes et femmes, se positionnent régulièrement dans des endroits stratégiques de la capitale, tels que le centre-ville, pour vendre des produits de tout genre. Profitant généralement de l'embouteillage, ils se faufilent entre les voitures et les motos pour présenter leurs marchandises aux usagers. Je gagne un peu dans cette activité. Ça m'occupe et ça m'éloigne de beaucoup de vices. Je vends deux types de casques. Il y a un que je vends à 7 500 francs CFA. Le second est vendu à 12 500 francs CFA. Je suis venu de mon village pour me faire un peu d'argent pour entretenir ma famille. Diallo Bintou est vendeuse ambulante depuis sa tendre enfance. Elle a été initiée à cette activité grâce à sa mère. Ne connaissant rien d'autre, plus tard, elle s'est mise à son compte. Aujourd'hui, elle dit gagner son pain quotidien grâce à cette activité. J'ai fait le commerce d'arachide au bord de la route. J'ai vraiment hérité ça de ma mère. Depuis mon adolescence, je venais vendre avec ma mère. Je fais un peu de recettes dans cette activité. Je parviens à prendre les charges de mes enfants. Dieu merci. Comme difficulté, nous pouvons noter les tracasseries des agents de la mairie. Ni les chauds de midi, ni la pluie de l'hivernage ne semblent les arrêter. Bien au contraire, ces entrepreneurs de rue adaptent leurs articles et services à la météo. Lorsqu'il pleut, certains vendent des parapluies, tandis que d'autres
vendent des imperméables ou encore des balais essuie-glace. Ces activités généralement informelles, exercées dans l'espace public, posent de véritables problèmes de sécurité aussi bien pour les vendeurs que pour les usagers. Les enjeux majeurs liés à l'occupation, je dirais que c'est principalement sécuritaire. Sécuritaire parce que sur ce plan, on peut parler de l'insécurité sur la route, c'est-à-dire l'insalubrité et puis l'insécurité des biens des personnes. Donc, et puis, c'est-à-dire ça a un enjeu aussi sur la concurrence déloyale vis-à-vis de ceux qui sont formels. Si pour certains, ce type d'activité leur permet de gagner leur vie, pour d'autres, en revanche, il s'agit d'une occupation temporaire. Les autorités municipales mènent régulièrement des actions de recensement et de recassement de ces marchands. Les services techniques de la mairie, comme la DIPOP, l'assainissement, l'urbanisme et puis les services de recouvrement sont d'arrache-pied toujours sur le terrain afin de recenser ces vendeurs et en les recherchant des places pour aussi leur donner les autorisations. L'entrepreneuriat de rue a pris une ampleur non négligeable ces dernières années. Désormais, plus besoin de faire les magasins. On peut tout se procurer sur le trottoir à prix d'or. Pour les entreprises légalement constituées, il s'agit là d'une concurrence déloyale. Cette situation a, dans certains cas, entraîné la réduction du personnel et, dans d'autres cas, des magasins ont tout simplement fermé leurs portes, explique un collectif contre l'entrepreneuriat de rue. Entrepreneuriat de rue, survie ou modèle économique, messieurs. Après ce reportage, j'ai juste envie de vous demander déjà vos premières impressions, mais on a comme l'impression que ces vendeurs, surtout ambulants pour parler d'eux, ils sont vraiment bien informés, ils savent quoi vendre, comment vendre, où vendre, et il y a toute une ingéniosité derrière, on a comme l'impression. Monsieur Sanga. Oui, tout à fait, parce que l'une des caractéristiques même du secteur informel, c'est surtout l'adaptabilité et la flexibilité, et surtout aussi l'effet de proximité. Donc naturellement, ils sont bien informés des besoins des clients ou de ceux qui s'approvisionnent auprès d'eux. Donc ils sont ingénieux, ça il faut les reconnaître, c'est pourquoi la plupart du temps, ils ont une résilience qui est plus développée que même dans le secteur formel. Voilà, ils arrivent à vendre dans toutes les conditions, vous avez vu dans le reportage, sous la pluie, et voilà, dans des conditions extrêmement difficiles, sous le soleil et autres. Parce qu'ils savent aussi, là, les créneaux, porteurs, là, le moment qu'on doit choisir pour aborder des clients, vous voyez, lors des embouteillages et autres, voilà, ils profitent de ce moment-là maintenant pour venir proposer. Et la plupart du temps aussi, ils arrivent à trouver vraiment des clients pour leurs produits. Monsieur Diakité, ce qu'on constate également, c'est qu'on a quasiment toutes les tranches d'âge. On a aussi bien des hommes que des femmes, des jeunes, des personnes un peu âgées. C'est vraiment, on a l'impression que c'est vraiment le Mali qui est vraiment représenté dans le commerce de rue. En fait, ce maillage-là, ça dépend aussi de la conviction des vendeurs ambulants. Ce qui est important dans leur façon de faire, c'est comme M. Sangaré l'a dit, il y a la capacité d'adaptabilité, mais aussi il y a l'esprit d'initiative qui est là. Parce qu'il y a des produits qui sont saisonniers. Ces produits-là, très généralement, quand ils savent que tel produit, par exemple, quand on prend les imperméables, très généralement, ils savent que pendant l'hivernage, ne serait-ce que 2 mois, ça marche un peu, ça marche, mais après ils s'adaptent. Et puis il y a certains produits durant toute l'année qui marchent, mais ces vendeurs, ils travaillent de commun accord avec des réseaux de fournisseurs. Dans ces réseaux de fournisseurs, ils savent comment les aborder, où les trouver et comment avoir des produits à des meilleurs prix compétitifs, qui jouent souvent sur les petits commerçants d'État qui ont leurs boutiques, leurs magasins à côté. Donc du coup, ils prennent la part du marché de ces petits commerçants qui ont leurs boutiques
à côté et qui peuvent aussi vraiment être affectés par les activités. Mais c'est que l'esprit d'initiative est aller au contact direct avec les cibles, les passagers, dans les domiciles, dans les ménages, même souvent aussi dans les magasins. C'est ça qui fait leur force. Et il n'est pas donné cette chance à tous les entrepreneurs de franchir cette étape. Donc, surtout faire ça d'une activité pendant 1 mois, 2 mois, mais durant toute une année, ça demande beaucoup de courage, d'engagement et de motivation pour pouvoir tenir. Monsieur Sako et Monsieur Guindo, je le disais à l'entame de l'émission, vous avez commencé, j'allais dire, votre carrière professionnelle par cette étape qui consiste à vendre des produits dans la rue, parfois de manière informelle ou formelle, vous allez me dire. Parlez-nous un peu de comment vous avez débuté. Honneur au doyen Sako. Merci. Moi, je pense que moi, j'ai commencé d'abord ma vie a commencé à l'école coranique. Après, je suis parti au garage. Comme mon frère était chef de garage, j'ai fait la tôlerie pendant 7 ans. En 1980, j'ai mon frère qui me dit que notre père était un commerçant, vendeur de l'or. Je ne sais pas qu'il faut un commerçant dans notre famille. C'est en ce moment que je suis parti au Dabanani avec 5000 francs CFA. J'ai payé les cartouches de cigarettes et je faisais balader au bord de goudron et dans les bars et dans les restaurants pour vendre. Mais 1 mois plus tard, donc, je me suis arrivé à avoir un prix de quelques cartouches pour m'asseoir au Dabanani pour vendre à nos amis Koroboro qui viennent approvisionner chez nous. Donc jusqu'à 3 ans après ou 4 ans après, je suis parti à la place des souvenirs pour chercher une place là-bas pour être un vendeur de prêt-à-porter. Donc là-bas, quelques années après, il y a eu des décarpissements au temps de Moussa Traoré par Yaya Bagayogo. Donc qui nous a amenés dans un cours qu'on appelle maintenant cours Savonima. C'est là-bas que nous sommes tous devenus voyageurs, Europe, Chine, un peu partout. Donc c'est un peu long, quoi. C'est pour raccourcir un peu. En tout cas, on comprend que vous avez commencé très jeune. Très jeune. Vous avez commencé avec peu de moyens, même si j'imagine qu'à l'époque, 5000 francs représentaient énormément. D'ailleurs, même aujourd'hui, ça représente beaucoup. Mais c'est que on comprend aussi qu'il y avait déjà cette initiative, cet esprit d'initiative là que vous aviez. Mais comment justement, et on va en parler tout à l'heure, mais la question c'est quels sont justement les défis que vous avez rencontrés à ce moment-là? Donc le défi majeur. Oui, le défi majeur, quand on est, surtout moi j'étais vendeur de cigarettes, c'était un peu dans le trafic. Donc c'était difficile, c'était un combat entre les policiers, la douane et la DGCC qu'on appelait affaires économiques. Ça, ce combat-là, ça a été vraiment difficile pour nous, mais on arrive quand même à s'en sortir. Donc c'est là-bas que chacun de nous tous, un jour, tu dois réfléchir. Le travail que je suis en train de faire aujourd'hui, il faut que ça ait un fin. Il faut que je réfléchisse de faire autre chose. Déjà à l'étape supérieure. À l'étape supérieure. C'est là-bas que moi j'ai pensé d'aller ouvrir un magasin de prêt-à-porter. Une caisse d'abord, une caisse avant d'avoir le magasin. Une caisse. Depuis ce moment, on est devenu formel. Parce que depuis qu'on a ouvert une caisse, on paye nos patentes et nos droits de place et le droit de la mairie, tout. Donc c'est pour cela que je dis qu'il y a beaucoup qu'on appelle commerce informel. Ce ne sont pas d'informels, ce sont des commerces secteur du détail. C'est ce que moi je défends toujours. Et dès que nous sommes dans le secteur du détail, nous ne sommes pas dans le secteur informel. Le secteur informel, ça, c'est que, comme mon ami avait parlé tout de suite, c'est qui prend la sauvette dans les rues, qui prennent, ils s'en vont de porte à porte dans les familles. D'ailleurs que ces combats-là, on voudrait amener ces combats-là maintenant au Mali ici, parce que nous, c'est les Maliens, naturellement le Malien est commerçant. C'est le Malien en quittant l'école ou en quittant au village, tu viens, tu commences par là, et après tu deviens importateur ou exportateur. Mais maintenant, c'est les Chinois et les Hindous et les Pakistanais qui sont industriels chez eux, sont eux qui sont en train de venir chez nous maintenant. Ils viennent se installer, ils ne se limitent pas de leur magasin, mais ils prennent leurs marchandises pour aller jusqu'à dans notre famille maintenant, pour aller faire le pari. Et que ça ne nous rapporte rien.
Voilà. Monsieur Guindo, vous, votre histoire est un tout petit peu différente de celle de Monsieur Sako, mais le point commun, c'est que vous, effectivement, c'est pendant votre année scolaire que vous vous débrouillez à gagner de quoi subvenir à vos besoins. Au fait, moi, je vais encore rebondir sur l'esprit d'entrepreneuriat que ces jeunes ont, les vendeurs ambulants. Tu sais que quand on fait la formation sur l'entrepreneuriat, tous les aspects, les compétences qu'on nous enseigne, vous trouverez ça parmi ces entrepreneurs, ces vendeurs ambulants. Parce qu'ils ont le timing, le planning, le choix, ils ont les cibles bien déterminées, le choix des produits, le moment, mais le ça, prix. c'est naturel, de façon spontanée. C'est de façon spontanée et ça vient de façon naturelle et c'est de quelqu'un d'autre à une autre personne. Donc, et ça, c'est très important. Donc, moi aussi, j'ai commencé par ça. Parce que lorsqu'on était à l'école, donc chaque fois on est en vacances, nous, on partait vendre des petits articles. Il y a les produits anti-moustiques, les mantirobus, les biscuits, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est à la suite. Nous, lorsqu'on était enfant aussi, on faisait aussi le jardinage au bord du fleuve avec le papa, qui était béret rouge. Donc, nous, on était au Kampara ici. Donc, c'est là-bas que moi, j'ai vraiment vu l'importance de l'agriculture et ce que ça rapporte. Donc, lorsque moi, j'ai eu mon diplôme, comme tu l'as si bien dit, j'ai une maîtrise en anglais. Il n'y a pas de travail. Bon, moi, je me suis carrément mis dans la vente des fruits et légumes. Attiéké, tomates, oignons. Un peu de tout. Un peu de tout. Parce que j'ai commencé d'abord avec attiéké, avec quelqu'un qui m'amenait de la Côte d'Ivoire. Et de porte en porte, je vendais. Et les dames, tu n'as pas oignon, tu n'as pas tomate, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Et chaque fois, moi, je partais à Baguineda, faire les marchés, les jours de marché, à Kolokani, Dral, à Sibi, je prends les produits à bas prix et je mets ça dans Katakatani, je viens à l'ACI et je fais la distribution. Je ne paye rien. Donc vous aviez déjà cet esprit en tout cas cet esprit d'initiative, d'entrepreneuriat, de vouloir déjà répondre à des besoins, les besoins des clients et tout ça. Mais comment justement en arrive-t-on là? Comment un matin on se lève, on se dit je vais le faire, je vais commencer à vendre des cigarettes par exemple dans tel endroit, même si on constate effectivement qu'il y a certainement le besoin, mais comment on en arrive là, messieurs? C'est ce que j'ai dit, c'est par information. Donc vous êtes informé, vous connaissez votre cible et vous êtes dans le besoin de faire quelque chose. Donc vous allez, c'est-à-dire un entrepreneur, il n'a pas le choix, il va à la recherche de son destin. Donc il va à la recherche d'un moyen de survie. Je vais vous montrer une première infographie et vous allez me dire si ça peut être une des explications. C'est celle, donc l'infographie concerne le chômage des jeunes en Afrique. On sait que l'Afrique est l'un des continents les plus jeunes au monde, où on a plus de 60% des jeunes qui malheureusement sont au chômage. Quand on parle de chômage, professeur, vous allez nous expliquer qu'il y a des critères quand on parle de chômage. Déjà, il faut être diplômé, je crois. Il faut expliquer-nous comment. Parce que généralement, quand on parle de chômage, les gens pensent systématiquement aux diplômés, alors qu'on peut être au chômage sans être pour autant diplômé. Il suffit qu'on soit à la recherche d'un emploi et qu'on soit prêt à occuper un emploi au taux de salaire en vigueur sur le marché et qu'on n'arrive pas à trouver un emploi dans ces conditions. Et là, en ce moment, on peut être considéré comme chômeur. Alors, on a 60% des jeunes en Afrique qui sont au chômage. Et quand on constate, quand on vient au niveau du Mali, on se rend compte que c'est toujours dans les mêmes marges. On a autant de jeunes qui sont en chômage. Est-ce que c'est l'une des raisons ou la raison principale qui pourrait expliquer le fait qu'on a autant de jeunes qui soient entrepreneurs de rue, pour ne pas dire vendeurs à la sauvette? Tout à fait. Et peut-être pour comprendre un peu cette situation, il faut essayer de dresser le profil sociologique des acteurs qui évoluent dans ce secteur. Peut-être on peut identifier 2 à 3 types de profils. Il y a ceux qui sont dans ce domaine par instinct de survie, qui cherchent leur survie.
Donc vous avez vu, il y a, dans le reportage, il y a certaines femmes qui disaient qu'elles faisaient ça juste pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc c'est par instinct de survie, pratiquement, on n'a pas autre chose à faire, on fait ça. Le deuxième profil peut-être qu'on peut dresser, ça c'est ceux qui sont à la recherche d'opportunités. Donc c'est comme si c'était un stand d'attente en attendant de trouver une opportunité meilleure. Par exemple, un diplômé qui fait ça, peut-être c'est à l'attente d'un emploi dans le secteur formel, ou souvent, par exemple, certains qui cherchent les moyens juste pour financer leur voyage en Europe ou bien ailleurs. Donc ça, c'est le deuxième profil. Maintenant, le troisième profil, c'est ceux qui migrent généralement de l'informel vers vraiment un entrepreneuriat de référence. Et là, on peut dire que c'est des entrepreneurs et qui, peut-être pour un début, pour faute de moyens et autres, ils sont dans ce même, mais c'est juste pour avoir suffisamment de moyens afin d'entreprendre quelque chose de plus consistant. Et donc, par un processus d'accumulation et d'investissement, et voilà, on a deux exemples vivants ici. Donc, ils arrivent maintenant à faire cette migration du secteur informel vers un entrepreneuriat de référence. Je vous donne la parole, M. Diakité, juste après ce point de vue que je vous invite à suivre et qui vraiment va dans le même sens que vous, professeur Sangaré. C'est un jeune étudiant qui, pour des raisons financières, a dû entreprendre dans la rue, en même temps poursuivre ses études. Suivons. On se débrouille pas mal. Vous-même, vous voyez la situation. On est obligé de s'arrêter au bord de la route pour pouvoir vendre ces produits. Certaines personnes nous demandent beaucoup de choses. Tu peux te faire cogner par une voiture et il y a des gens même qui nous prennent pour des voyous aussi, alors que tel n'est pas le cas. Si on est là, c'est pour pouvoir subvenir à notre propre besoin. Sinon, il y a pas mal de nous qui ont étudié, mais qui ont du mal à avoir, qui ont du mal à avoir une chance pour travailler dans les fonctions et consorts, quoi. Les avantages de ce métier, c'est que ça te permet quand même de subvenir à tes propres besoins sans que tu ailles commander dans la rue ou demander à tes parents tes petits besoins. Faut-il s'en inquiéter, messieurs, de voir des jeunes diplômés qui auraient pu voilà, donc se retrouver dans de meilleures situations dans la rue à vendre des produits? Non, bon, au fait, vous savez, cette situation, il y a certains groupes, catégories sociales qui ont fait ça un tremplin. Quand on prend, il y a un cas illustratif ici, M. Sako, M. Guindo, et on complète ce groupe par le groupe Soreil. Donc les Sarakoli, les Dogon et les Soreil, ça, ils ont accepté ça, d'intégrer ça dans leur quotidien. Donc un Sarakoli, la première étape pour être opérateur économique, il faut passer par ça, par cette étape. Et ils encouragent les enfants à ne pas rester à la maison pendant des vacances ou quoi que ce soit, ou même ceux qui quittent le village, qui veulent aller ailleurs, ils passent par cette étape. Vous voulez dire que c'est sociologique? C'est sociologique et culturel, ces gens-là. Quand on prend les Dogons en majorité, qui sont vendeurs de légumes, de fruits à travers Bamako, ceux-ci aussi, ils savent quand ils viennent de grandes villes, ça a un background, ils savent à quoi ça donne. Et du coup, ils ne font que travailler à ça, soit les petits commerces, même il y en a qui commencent à faire couper les bois et après ils ont leur plan. Ils ne sont pas pressés pour aller au bout de ce plan. Donc, si je vous comprends bien, pardon de vous couper, c'est que là on ne parle pas là forcément de survie, mais de plutôt suivre les pas de papa, maman, de la culture. Comment analyser cela? Je vais juste vous tirer pour donner la parole à M. Guido. Vous voyez, les Sarakolais et les Dogons, par exemple, leur culture, c'est que on force l'avenir des enfants en les obligeant à faire quelque chose, peu importe les moyens des parents. Donc, les Soreilles, quand ils viennent faire le Korobro-Boutiki, au départ, on a l'impression que vraiment, ils n'ont aucune idée, ils ne peuvent pas réussir. Mais 2 ans, 3 ans après, vous voyez, ils transforment les kiosques en des grandes boutiques. Au fait, c'est culturel. Ils sont préparés, formatés à ça. Monsieur Sako et Monsieur Guindo, une réponse à ce qui vient d'être dit? Oui, vous partagez ce qui vient d'être dit? Je partage ce qu'il vient de le dire. Surtout le jeune qui a parlé tout de suite. Moi, je pense que tout le monde a commencé comme ça. Mais il faut que ça soit encadré. Il ne faut pas que ça soit une métier continuelle. Ça doit être encadré. Pourquoi je dis ça? Nous, lorsque nous partons au Maroc, hein,
Vous voyez des petits commerçants qui étaient leur côté de leur papa, ils vendaient les boutons et les chaînes. Hein, ils ont tous devenu industriels aujourd'hui. Parce qu'ils ont été encadrés. Il ne faut pas qu'on les laisse parce que tu as commencé comme ça, on te laisse. Et que toi, c'est limité à faire ce que tu es en train de faire. Qui doit encadrer? Qui doit encadrer? C'est l'État. D'accord. Il faut les appuyer. Hein. Vous voyez les jeunes diplômés comme ça qui sont en train de vendre à la rue comme ça. On doit les encadrer. C'est l'État qui doit encadrer. Hein. C'est ça. Voilà, c'est par rapport à ça, c'est une véritable école. Hein. C'est une véritable école. C'est que vous n'imaginez pas, quand vous passez par la rue pour vendre là, vous acceptez tout. Vous êtes livré à vous-même et c'est votre compétence, votre engagement, votre vision qui vous amène loin. Donc, il n'y a pas de paresse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'obstacle. Donc, tu vas vers les clients, même si les clients t'insultent, les clients te disent quoi que ce soit, tu ris, tu acceptes tout ça. Ça vous forge un esprit entrepreneurial. Effectivement, effectivement. Donc, comme il a si bien dit, l'encadrement, c'est l'État qui doit encadrer. Parce que vous pouvez avoir beaucoup de compétences dans la rue, mais il faut avoir une idée d'entreprise. C'est là, lorsque nous, on a créé l'entreprise, nous, on est parti vers ça, parce que notre mission, ça se ressemble un peu. Tous les exploitants agricoles qui viennent chez nous, des enfants, peut-être qui sont, même les sortants des écoles agro-pastorales, ils ont plein d'idées. Mais nous, on les aide maintenant à faire le tri dans la tête, à avoir d'abord une idée d'entreprise. Et maintenant, comment créer cette entreprise et maintenant, comment gérer cette entreprise. C'est très important parce que la rue, ça te donne de nombreuses compétences. Maintenant, il faut se focaliser maintenant sur une compétence pour maintenant se lancer. Le poids du secteur informel en Afrique en matière d'emploi et plus particulièrement au Mali, on va le voir à l'instant. Quand on parle du poids du secteur informel en Afrique, il faut savoir que c'est 80%. Le secteur informel représente 80% des emplois en Afrique. 85% en Afrique subsaharienne, donc en Afrique noire. Et quand on revient au Mali, on est autour des 80%, comme cela a été dit, monsieur Sangaré. Ce qu'on constate, c'est que le secteur informel n'est pas quelque chose de propre au Mali. C'est vraiment, j'allais dire, c'est très africain, le secteur informel. Pourquoi? Ok, donc merci pour cette question, mais permettez-moi avant de répondre à cette question, de rebondir sur la question précédente. Est-ce que faudrait-il s'inquiéter de voir des jeunes diplômés dans la rue vendre des articles et autres? Naturellement, il faut s'inquiéter de ce phénomène parce que en réalité, leur destination, ce n'est pas la rue. On ne forme pas à l'école pour les envoyer dans la rue en tant que vendeurs à la sauvette. Non. Cela veut dire qu'il y a des questions plus profondes maintenant qu'on doit se poser. Quoi, par exemple? Est-ce qu'on forme dans l'adéquation, formation dans le domaine où réellement il y a un besoin. Parce que le diplômé qui se retrouve dans la rue par manque d'opportunités, cela veut dire que le domaine dans lequel il a été formé, ça veut dire qu'il n'y a pas d'opportunité dans ce domaine. Donc on doit vraiment se poser cette question. Je dis, ça peut être un stand d'attente, peut-être à la quête d'opportunités. Quelqu'un peut juste le temps de trouver mieux. Donc on peut évoluer dans le secteur informel en attendant, mais franchement, c'est des situations dont les autorités devraient s'inquiéter. Maintenant, pour revenir un peu à la question, voilà, le poids du secteur informel en Afrique et particulièrement au Mali. Lors du dernier recensement des unités économiques effectué par l'Institut national de la statistique en 2021, je crois, on avait identifié, je dirais peut-être les unités qui ont accepté de répondre aux questions. C'était 278 010 unités économiques. Et vous savez, 98% étaient des unités informelles. Donc c'est pour vous dire l'importance du phénomène. Et naturellement, le secteur informel joue un rôle important parce que si 98% des unités économiques sont dans l'informel, donc il va se dire que ça constitue
principalement le secteur le plus important de l'économie. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Justement, mais est-ce que ce secteur, et c'était ça le fond de ma question, est-ce que ce secteur, on va le voir tout à l'heure avec cette autre infographie, le poids du secteur informel, on le dit, au niveau du Mali, il est de 1/3 du produit intérieur brut. Quand on sait que c'est 80% des emplois directs et indirects, est-ce que finalement, le manque à gagner n'est pas grand? Donc d'abord, de prime abord, il faut faire extrêmement attention aux chiffres, notamment aux méthodes d'évaluation du produit intérieur brut. On dit que le secteur informel représente 1/3 du PIB. Je suis sûr que si on procède à une évaluation plus sérieuse, voilà, on risque de trouver un chiffre encore plus important que les chiffres qui sont donnés ici. Voilà, vous venez de dire 80% de l'emploi, 98% des unités économiques. Et on ose dire que ces secteurs-là représentent seulement 1/3 du PIB, peut-être j'en doute. Mais bon, quand cela ne tienne, on ne peut pas nier aujourd'hui l'importance de ce secteur. Et c'est un phénomène qui n'est pas propre au Mali. Et si vous prenez nos pays voisins, les voisins du Mali, que ce soit au Sénégal, au Bénin, en Côte d'Ivoire, peut-être au Burkina, au Bénin, en Côte d'Ivoire. Je me souviens, il y avait une étude qui avait été faite par l'Institut, par l'Université Cheikh Anta Diop. Bon, cette étude concernait le secteur informel dans un certain nombre de pays. Donc, on s'est rendu compte que on pensait que ce problème, à l'époque, le Sénégal aussi pensait que c'était un problème qui avait plus d'importance chez eux qu'ailleurs. Mais on s'est rendu compte que non, c'est un problème qui est presque général en Afrique. Et on peut lier ça à la pauvreté, au sous-développement. Parce que aujourd'hui, si on a tendance à croire que l'informel est l'apanage des pays sous-développés, c'est parce que plus le niveau de développement augmente, ce secteur a tendance à diminuer. Son poids a tendance à diminuer dans l'économie. Donc, c'est un phénomène qui est typiquement lié au sous-développement. Parce que une bonne partie de la demande est satisfaite par ce secteur. Donc, pour dire que le secteur formel ne peut pas pourvoir à la satisfaction de l'ensemble de la demande nationale. Donc, naturellement, il y a un créneau pour l'informel. En fait, il y a un défi majeur à ce niveau. Ça, c'est la politique. Aujourd'hui, quand on prend les textes fiscaux, enfreint beaucoup à l'épanouissement et à l'émergence des entrepreneurs, surtout des entrepreneurs de rue. Moi, par exemple, nous accompagnons des jeunes que nous encourageons à aller se déclarer à l'impôt et qui nous les aidons à avoir des opportunités de lever de fonds pour pouvoir quand même faire fonctionner leur entreprise. Mais quand ils vont à l'impôt, ils sont taxés. Par exemple, souvent à 100% pour un simple retard de déclaration d'impôt. Les contextes peuvent les empêcher souvent d'être là à se présenter. Donc, ces lourdeurs administratives et ces mauvaises politiques n'ont pas de nature à encourager la formalisation du secteur informel. Et du coup, les politiques enfreignent au développement de ce secteur-là. C'est ce qui fait que aujourd'hui, tous ces jeunes-là qui sont par-ci, par-là, qui ont vraiment ces énergies de briguer les défis liés à la croissance économique, c'est-à-dire liés à leur insertion socio-économique et professionnelle, ces jeunes-là aujourd'hui, leur seul problème, c'est la politique. La volonté politique, parce qu'il n'y a pas de dispositifs qui les encouragent à aller vers le formel. Et en même temps aussi, il n'y a pas de mesures d'accompagnement liées à l'accès au crédit. Et en même temps, il n'y a pas de mesures de soutien pour quand même la formation continue, surtout allant dans le sens d'innovation. Parce que les pays développés, ils créent les conditions pour que les jeunes puissent entreprendre et innover leurs produits. Et on a parlé des cas du Maroc. Quand on prend par exemple les oranges, des trucs comme ça qui sont faits par à majorité qu'on importe du Maroc, mais vous voyez que c'est des jeunes qui sont organisés par secteur d'activité, qui bénéficient du soutien de l'État et qui sont aussi organisés en coopérative ou en collectif d'entreprise afin vraiment de développer ce secteur-là. Donc, il faut que... Je vais, pardon de vous interrompre 2 secondes, mais c'est pour bien comprendre. Quand on parle du secteur informel, on a tendance à croire que c'est forcément négatif, que tout est noir.
mais pendant la Covid, on a vu le poids on a vu le rôle que le secteur informel a joué. D'aucuns diront même que le secteur informel a permis de minimiser de façon mais vraiment active les effets du coronavirus sur l'économie nationale. Est-ce que justement aujourd'hui, quand on parlant toujours de l'entrepreneuriat de rue, est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas aussi un côté, et là je reviens à ce que disait une personne dans le reportage de tout à l'heure, un côté positif parce que ça permet de subvenir à des besoins en attendant de trouver mieux? Oui, parce que moi je vais répondre à ça, mais je vais encore revenir par rapport au poids et par rapport au taux vraiment anormal, c'est-à-dire des jeunes diplômés dans la rue. Moi-même, j'ai été jeune diplômé. Moi, j'ai fait anglais unilingue à la flash. Mais à la fin, tu as une maîtrise, mais tu n'as pas de débouché sur l'emploi. Parce qu'on dit que tu n'es pas enseignant, tu n'as pas une vocation enseignant. Et l'anglais unilingue, le diplôme, ça ne correspond à aucun emploi au Mali. Il faut encore aller faire des études, des spécialisations pour être traducteur, interprète, ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? Donc, le secteur informel aujourd'hui, si vous voyez aujourd'hui que les jeunes aussi refusent de se formaliser, comme monsieur l'a dit, mon collègue là, il a dit, c'est-à-dire quand les jeunes voient que quand ils font le premier pas vers maintenant les institutions de réglementation, ça devient un problème, ils refusent d'aller. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un secteur qui rapporte beaucoup et qui donne beaucoup d'emplois, des sous-emplois en bas. Ma question, c'est justement, ce secteur rapporte beaucoup à ceux qui évoluent dans le secteur, certainement, mais comment faire en sorte que ce secteur rapporte également à l'État? C'est cela ma question. Je peux répondre un peu. Je répondais un peu par rapport à la question de M. Diakité. Les impôts, c'est un frein pour le développement des commerces de détail ou le secteur informel au Mali. Pourquoi? Il y a très longtemps, les impôts ont payé des patentes synthétiques. Donc, ils venaient, ils regardent le magasin, ils disent que ah, toi, tu dois payer 300 000 et tu dois payer 400 000. Mais sur une discussion, a été ramenée pour le paiement des chiffres d'affaires. Le chiffre d'affaires de 3%, c'est pas possible. C'est pas possible. Pourquoi? Pour vous, l'idéal, ce serait quoi? Quelqu'un qui a un chiffre d'affaires de 500 000, hein, quand tu lui dis de payer au moins 12 500 francs l'année, 500 000 francs, c'est quoi dans le commerce? Même c'est quelqu'un qui a un petit tablé devant la rue, qui vend les cigarettes, qui a plus de chiffre d'affaires de 500 000. Alors que combien il gagne dans l'année, peut-être que par mois, peut-être lui-même, son bénéfice, c'est qu'il gagne comme bénéfice par mois, peut-être ça ne dépasse pas 5 000 francs. Est-ce qu'il peut se nourrir dans ça et puis encore payer les impôts demandés par les 3%, c'est impossible. C'est par cette discussion-là, nous on a beaucoup discuté, nous avons dit que ça doit beaucoup ramener 0,5% pour permettre tout le monde de payer. Mais les impôts, ils n'ont pas compris. Ils ont ramené le paiement de 3%, alors que aucun commerçant aujourd'hui, je ne dirais pas les industriels, hein, qui a un magasin dans le marché, qui peut respecter le paiement de 3% sur son chiffre d'affaires. C'est ça que vous pensez que c'est ce qui incite les gens à vendre de façon légale, fuir les impôts, à ne pas se formaliser? À ne pas se formaliser, parce que c'est trop. Le paiement de 3%, c'est trop. Par rapport à votre question de comment ça peut rapporter à l'État, comme je vous l'ai dit, il y a les formations, il y a les encadrements, il y a la sensibilisation, comme nous sommes en train de faire avec la communauté des petites et moyennes entreprises. On a des facilités aussi d'amener les jeunes à tout bord, hein, des jeunes de tout bord, à amener, à les sensibiliser, à se formaliser. Donc moi je pense qu'avec la sensibilisation, la formation, l'encadrement de ces jeunes, ils vont comprendre. Mais sinon ils sont réticents parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que quand tu n'as pas compris quelque chose pour toi, quand vous allez vous régulariser, c'est pour payer.
Donc vraiment, ça va être difficile. Entrepreneuriat de rue, activité de survie ou modèle économique, c'est le thème de cette émission. Nous marquons une courte pause et on se retrouve dans une poignée de secondes. Nous allons voir comment des jeunes entrepreneurs maliens ont commencé dans la rue pour se hisser au plus haut sommet de l'entrepreneuriat africain. À tout à l'heure. Bonsoir à tous et bienvenue dans Entreprendre, votre magazine entrepreneurial. Je suis toujours en compagnie de mes 4 invités. Merci messieurs d'être restés sur le plateau. Avant de poursuivre, je vous invite à suivre notre cas d'école qui, pour le coup, mérite son nom, vraiment un cas d'école. Il s'agit d'un entrepreneur qui a commencé dans la rue, qui a commencé à vendre au détail, qui aujourd'hui est le roi du condiment en Afrique. Suivons. Bourema Doumbia n'est plus à présenter puisqu'il est le fondateur de la célèbre marque d'épices Baramousso, la femme préférée. Il connaît assez bien le secteur informel pour y avoir évolué un bon bout de temps en tant que vendeur ambulant. C'était au tout début de sa carrière professionnelle, il y a plus d'une vingtaine d'années, au marché de Lafiabougou où il vendait des produits alimentaires. Tout comme les autres détaillants de l'époque, la formalisation de son activité n'était pas une priorité. Après 12 ans passés au marché de Lafiabougou, M. Doumbia décide de se lancer dans la transformation des produits locaux. C'est ainsi qu'il a lancé en 2008 la société qui porte le nom de sa mère, Aminata Konaté, et au sein de laquelle il a créé la marque de condiments Baramousso. Suite à quoi, il s'est formalisé. Au début, cet opérateur économique ne fabriquait que le bouillon. Mais au fur et à mesure, il s'est diversifié au point de compter à ce jour plus d'une 50aine de produits sur le marché local, parmi lesquels on retrouve des épices, des produits de première nécessité, tels que le lait, le sucre, l'eau, mais aussi des produits sanitaires. M. Doumbia explique que jusqu'à ce que son projet soit complètement développé, aucune institution ne l'avait accompagné sur le plan financier à cause de son informalité notamment. 15 ans après avoir lancé sa société, Bourema Doumbia a réussi à s'industrialiser et à implanter sa marque dans une dizaine de pays de la sous-région avec une chaîne de production aussi bien au Mali, au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire. Grâce à la qualité de ses produits, la société Aminata Konaté SAK en acronyme est lauréate de plusieurs prix tels que le Trophée malien de la qualité, le prix de l'engagement de l'UEMOA. De vendeur ambulant évoluant dans une micro-entreprise informelle, Bourema Doumbia a réussi à se hisser aux côtés des plus grands entrepreneurs africains. Son parcours prouve qu'on peut débuter au plus bas de l'échelle et finir au plus haut sommet de l'entrepreneuriat. Bourema Doumbia, promoteur de Baramousso, une marque d'épices qui est continentalement reconnue. On reconnaît Baramousso dans tous les pays du continent, de la sous-région en particulier. Messieurs, à travers ce cas d'école, on comprend que commencer dans la rue ne veut pas dire rester, demeurer, finir dans la rue. Et d'ailleurs, nous avons plusieurs exemples sur ce plateau. Mais messieurs, la question centrale, c'est celle-là justement. Comment sortir de l'entrepreneuriat de rue pour devenir un entrepreneur tout court, j'allais dire un entrepreneur de référence. Je vais commencer par vous, sachant que vous, c'est le pari que vous avez, entre guillemets, réussi. Oui, parce que les pistes de sortie, c'est beaucoup. Parce que moi, d'abord, mon cas, moi, j'ai fait une formation. J'ai une formation de reconversion réussie avec ICRISAT. Et puis après, j'ai été encadré par des SAE, les structures d'appui et encadrement comme le monsieur fait partie. Donc, ils m'ont aidé aussi à avoir une idée d'entreprise, à faire un plan d'affaires et maintenant aller vers une entreprise. Donc ça peut être vraiment des pistes de solutions
Si, donc la formation, elle est extrêmement importante. Elle est très importante, parce que sans la formation, ce n'est pas possible. Parce qu'il faut un recadrage. Quand vous êtes dans l'informel, vous êtes obligé maintenant d'être recadré par une formation. Et ces formations sont des formations qualifiantes fournies par les SAE, les structures d'appui et d'encadrement, qui vont vraiment vous former dans l'entrepreneuriat, faire un plan d'affaires, recadrer vos idées et vous donner maintenant une idée d'entreprise sur laquelle vous pouvez travailler. Ça, c'est ce que je peux dire pour l'instant. Monsieur Sako, oui. Votre époque, elle est différente de l'époque de Monsieur Guindo. Oui. J'imagine qu'à votre époque, les choses étaient beaucoup plus difficiles parce qu'il n'y avait peut-être pas les structures comme celle de Monsieur Diakité ou qui accompagnaient gratuitement pour la plupart du temps les jeunes entrepreneurs. Comment justement sortir de cet entrepreneuriat de rue, de vendeur ambulant, vendeur à la sauvette, à un entrepreneur, sachant que les époques ont évolué? Comment avez-vous fait? Merci. Je dirais qu'à notre temps, c'était encore plus difficile, mais on n'avait plus de chance que la génération de maintenant. Parce que nous, il n'y avait plus de confiance entre nous et les importateurs et les grossistes. Aujourd'hui, la confiance est tombée. La confiance est perdue. Tu donnes un ambulant aujourd'hui à une valeur de 100 000 francs ou 50 000 francs, il est perdu, tu ne le vois plus. Alors, à l'époque, notre temps, on nous donnait des marchandises en vrac. Hein, tu vends, tu viens, prends, il ne connaît pas ta mère, il ne connaît pas ton père. Donc ça, c'est un manque de confiance là et là maintenant. Donc ça, c'est un point vraiment qui a été vraiment difficile pour l'évolution de nos commerçants dans le secteur du détail. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour qu'on sorte dans tout ça? Vous avez vu les jeunes, que vous avez vu le jeune diplômé au bord du goudron, il est en train de vendre. Si tu parviens aujourd'hui à lui recasser quelque chose, automatiquement il sera formel et pas beaucoup de temps il va se développer pour être importateur ou industriel un jour si Dieu le veut. Donc moi je pense aujourd'hui il faut que l'État pense à la création des infrastructures marchandes. Surtout à un moment nous on avait demandé les bâtiments administratifs qui sont au centre du commercial qui entoure le marché. Ne peut être rien maintenant sans un équipement marchand. Parce que c'est très difficile. L'accès est devenu difficile. Donc maintenant il faut le renforcement en équipement marchand. Mais quand on parle, les gens ne écoutent pas. À un moment nous avons demandé, il ne faut pas vendre tous ces bâtiments-là à des nantis. Parce que quand ils transforment là, ce sont les plus risques qui peuvent les prendre. Ce n'est pas bénéfique pour le secteur du détail. Donc l'État même peut décider d'ouvrir à quelques bâtiments aux commerçants détaillants qu'on peut demander. Les bailleurs ne manquent pas. On peut avoir des bailleurs un peu partout pour construire un équipement marchand, pour recaser les commerçants, pour qu'on sorte des secteurs de détail et pour être importateur. Maintenant, je vais rappeler le monsieur par un mot que le président du Conseil national du patronat a l'habitude de dire. Lui, il dit que l'État est en train de former le chômeur. Parce que les gens ne sont pas formés dans le secteur où, automatiquement, quand il finit, il peut avoir un emploi. Alors que le président ne manque pas. Hein? Sinon, normalement, à partir de DEF, tu peux avoir des formations qui peuvent te permettre, lorsque tu quittes, tu as un emploi et que tu peux le faire seul, et puis tu peux s'associer avec d'autres personnes pour le faire. Mais si tu vas jusqu'à une étude à niveau supérieur, après, l'État ne peut pas te embaucher, donc tu deviens chômeur automatiquement. Nous, aujourd'hui, quand même, notre demande est que tous les bâtiments administratifs qui restent, qui entourent le marché commercial, hein, il faut que l'État accepte de nous donner la confiance, de nous donner pour qu'on puisse les transformer en équipements marchands. C'est en ce moment qu'on va élargir les paiements des impôts. C'est en ce moment qu'on va élargir beaucoup qui sont dans le secteur du détail, on va les faire amener dans le secteur formel et ils vont se formaliser. Tout à l'heure, M. Diakité, M. Sako et M. Guindo parlaient de formation. Comment justement vous accompagnez ces jeunes-là qui peut-être évoluaient dans la rue ou envisagent de le faire, et comment vous les accompagnez afin qu'ils deviennent des entrepreneurs, de vrais entrepreneurs? J'entends par là des entrepreneurs qui respectent la légalité en termes de création d'entreprise.
En fait, vous savez, moi je suis trop optimiste pour tous ces jeunes-là qui sont dans la rue et pour faire les ventes, les prestations de services. C'est des gens avec un tout petit peu de soutien, ils peuvent réussir. Comment? Parce que après 3 à 6 mois d'exercice d'activité entrepreneur ambulant, c'est des gens qui ont une idée claire par rapport au choix des produits et des services à offrir aux clients. Donc ça, c'est la première base. L'autre base, c'est que c'est d'affronter la réalité du terrain, ce qui demande beaucoup de discipline. Et ces gens ont de la discipline. Et c'est ça qui fait les premières bases de succès d'un entrepreneur. Après, ce que nous faisons, une fois que l'idée du projet est claire et l'activité dans laquelle vous voulez exceller est bien définie, et il y a ce qu'on appelle les dispositifs d'accompagnement et de coaching. Les dispositifs d'accompagnement, ça c'est la préparation psychologique par rapport à la gestion et par rapport à des stratégies de croissance. Parce qu'il y a des gens qui restent, par exemple quand tu prends des vendeurs de beignets, et ils vont dire que je vais faire 100 ans comme ça, et ils vont continuer à faire les mêmes choses. Et donc, il y a ce qu'on appelle le problème de manque de vision qui peuvent les frapper. Mais en les accompagnant un peu, ils peuvent explorer de nouvelles horizons et élargir leur activité. Et l'autre aspect qui est extrêmement important avec les vendeurs ambulants, c'est que quand ils sont en activité, il y a ce qu'on appelle self-confidence. La confiance en soi. Et cette confiance en soi encore les aide à mieux convaincre les fournisseurs et autres. Par exemple, le doyen l'a dit tout de suite. Quand quelqu'un qui n'est pas beaucoup dans le domaine, tu lui donnes quelque chose, une petite somme, il va fuir avec. N'est-ce pas? Mais quelqu'un qui fait 1 année, 2 ans d'activité, tu lui donnes une petite somme, il ne voit pas la somme importante, mais il voit le succès, la réussite derrière cette somme. Et surtout, cela ne peut pas s'acquérir sans la confiance. Donc, ils savent qu'ils ne peuvent pas réussir sans avoir son réseau, le réseau de distribution. Donc, ils créent ces réseaux de distribution. Donc, c'est des étapes où vraiment nous les aidons. Bon, maintenant, l'autre aspect, ça, c'est l'accès à des facilités de crédit. Vraiment, là, à ce niveau, il y a beaucoup de difficultés. C'est vrai qu'il y a des projets, programmes qui sont par des partenaires bilatéraux, multilatéraux qui soutiennent à ces stades, mais l'État, à ce niveau, vraiment doit travailler pour que les commerçants ambulants puissent avoir des facilités de crédit. Donc, cela, quand même, est une épine dorsale. Bon, maintenant, les formations continues de reconversion, par exemple, ceux qui sont dans le domaine de transformation, peau, cuir, Brema, Doumbia est un cas illustratif, il faut accepter de la perfection. La perfection, c'est que c'est une vision qui s'inscrit dans la durée, donc être prêt à aller vers des nouveaux défis et s'affronter à d'autres réalités. Quitter le Mali pour aller rivaliser en Côte d'Ivoire, il faut quand même avoir ce courage-là. Donc très généralement, ils ont besoin de ce dispositif de coaching, de perfection, tout ce qui les facilite d'accompagnement pour l'innovation, pour pouvoir briser le marché. Professeur Sangaré, concrètement, comment quitte-t-on du secteur informel au secteur formel au regard de tout ce qui vient d'être dit? Défis de financement, défi fiscal, défi d'encadrement, choix des études. Mais comment, au-delà de tout cela, on peut quitter ce secteur-là informel pour le formel? Ok, merci pour cette question. Tout à l'heure, j'ai dit que le secteur informel a tendance à disparaître avec le développement. Bon, pas disparaître complètement, mais son poids a tendance à baisser au fur et à mesure qu'une économie se développe. Donc, les solutions, c'est par rapport aux 3 catégories d'acteurs je viens d'identifier tout à l'heure dans ce secteur. Une chose est sûre, ceux qui sont dans l'informel par instinct de survie, soyez sûrs que, quoi que vous fassiez, c'est très difficile de les sortir de là. Parce que l'une des caractéristiques à travers nos études et autres, c'est de ce profil, c'est la précarité et l'absence de progrès. Je ne vais pas citer le nom, mais il y a un pays, un président d'un pays voisin qui avait tenté, il avait apporté des financements et autres
des acteurs qui évoluent dans ce domaine, mais qu'est-ce qu'il a remarqué en fin de compte? Aucun progrès. Le seul progrès qu'il avait constaté, d'après lui-même, dans un de ses discours, il a dit qu'il y avait 2 femmes sont passées à 3 femmes, c'est qu'il y avait une femme sont passées à voilà, ainsi de suite. Donc, d'abord, ceux qui évoluent dans ce domaine, eux, ils ne peuvent en sortir qu'avec le développement économique global. Le deuxième type de profil, je dis ceux qui sont en attente d'une opportunité pour migrer vers le secteur formel. Là, généralement, ce n'est pas des entrepreneurs dans l'âme, mais ils attendent tout simplement, c'est juste voilà, voilà, une passerelle entre l'informel et le formel pour trouver un emploi. Et généralement, ce n'est pas des gens qui cherchent à créer une entreprise. Ils sont là juste parce que voilà, les difficultés du moment font qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'évoluer dans ce secteur. Maintenant, c'est le troisième type d'acteurs qu'on peut considérer vraiment comme des hommes entrepreneurs qui sont dans l'informel par la force des choses, parce que soit ils ne disposent pas des moyens nécessaires pour mettre en œuvre le projet qu'ils ont mûri, c'est-à-dire qu'ils ont monté, donc ils sont obligés de passer par l'informel, le temps d'avoir suffisamment de fonds pour entreprendre. Et on voit le cas de Bara Mousso tout à l'heure. Donc je pense que ce sont surtout ces acteurs-là qu'il faut identifier, les accompagner à travers un encadrement et aussi voir s'il y a des possibilités de financement qu'on peut les accorder. Parce que l'un des défis aussi de ce secteur, c'est ça. Ils sont exclus du système bancaire classique. Et le système financier décentralisé, ils ont trop de problèmes à ce niveau, notamment les taux d'intérêt qui sont très élevés, l'absence de garantie ou de nantissement qu'on peut leur demander pour leur octroyer des crédits, et des difficultés même pour monter leur dossier. Donc on peut les encadrer dans ce domaine. Sinon, les 2 premiers types d'acteurs, c'est avec le développement économique que ces acteurs-là se retirent de l'informel. Et rapide, ce qu'on constate également, et arrêtez-moi si je me trompe, c'est que on a comme l'impression que cette vente ambulante, c'est comme un modèle ou une stratégie économique. On voit certains qui ont des magasins où il y a des jeunes qui viennent prendre des produits et qui vont rapidement les commercialiser. Monsieur Sako, un mot sur cette stratégie-là. Est-ce que déjà, vous êtes arrivé de constater ce genre de commerce-là? Effectivement, c'est pour vous montrer que le Mali, c'est un pays de commerce, ce n'est pas dans les autres pays. Tu viens dans le commerce, tu trouves que tu as un frère ou l'ami de ton frère ou l'ami de ton papa qui a un magasin déjà qui est importateur. Ça te permet que tu peux avoir les marchandises chez lui pour se débrouiller jusqu'à ce que le jour où toi-même tu deviens vrai commerçant, hein, formulé. Moi, je pense que ça, c'est le genre de choses, ça doit être encouragé au Mali ici et accepté. Par rapport à la formalisation et avoir accès au crédit, dans le temps, ATT avait créé un projet ici pour appuyer le commerçant détaillant sans avoir toutes les garanties et conditions de la banque qu'on appelait le PCDA. Donc ça a beaucoup appuyé beaucoup de commerçants détaillants qui sont aujourd'hui devenus formels. Après, IBK est venu, ils ont créé le PROFAC, formalisation des commerçants détaillants, projet de formalisation des commerçants détaillants. Le PROFAC aussi a fait qu'un seul financement et ça s'est arrêté. Je pense que les initiatives ne manquent pas, mais pour le suivi qui nous manque. Je ne sais pas maintenant qui se manque à nos autorités de ne pas continuer à ce genre de projet pour que les commerçants détaillants puissent avoir le financement facilement, parce que sinon on a créé des CGA un peu partout, dans toutes les régions, dans tous les cercles. Il y a des CGA qui ont été créés, qui sont pilotés par un expert comptable. Donc je pense qu'à travers ça, le commerçant d'État peut être développé très rapidement pour exister dans le secteur du détail, être dans le secteur informel. Messieurs, dernier tour de table, la priorité, c'est quoi? Bon, moi je vais d'abord répondre un peu. Très rapidement. Voilà, parce que ce que lui a dit, par rapport à ce que qui est la confiance entre un jeune vendeur ambulant et un fournisseur, ça dépend de la sincérité et la compétence du vendeur. Moi, j'ai l'habitude d'avoir des bœufs d'une valeur de 30 millions à 0 francs. Je les fais quitter à Dral, je les amène ici, je les vends et puis après je retourne avec l'argent. Donc sur ce côté, je pense que même s'il n'y a pas de financement, voilà, même s'il n'y a pas de financement, souvent quand vous êtes
direct et puis vous êtes sincère et puis vous êtes correct dans votre travail, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Et j'ai un grand frère aussi qui est venu me donner de l'argent. Il m'a remarqué, je n'ai rien dit. Un jour, il est venu voir mon activité. Il dit que, petit frère, je vois que vous êtes sur la bonne voie. Viens prendre l'argent et paye comme tu veux. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour vous dire que quand aujourd'hui c'est avec des entrepreneurs qu'on fait un pays, quoi. Donc on ne fait pas un pays avec des fonctionnaires. On voit que la famille joue beaucoup dans l'entrepreneuriat. Voilà, effectivement, il y a des apports partout. Quand les gens voient que vous êtes sur le bon chemin, les gens peuvent vous aider, hein, même si vous ne prenez pas de prêts. Moi, ma maman, il me donnait de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc maintenant, la priorité aujourd'hui, moi je ne cesse de le dire, il faut vraiment recadrer, il faut sensibiliser, il faut faire rapprocher ces jeunes, mettre dans un cadre idéal pour qu'ils puissent avoir des idées d'entreprise et qu'on les aide à formaliser. Oui, au fait, vous savez, ce que nous devons vraiment faire, c'est de travailler dans un premier temps à assainir notre système éducatif. C'est que nous avons un système éducatif... Le problème par-delà, ce que vous voulez dire? Oui, parce que nous, nos jeunes, en sortant de l'école, ils ne pensent qu'à être fonctionnaires. 80% à 90% ne pensent à être au salariat. Bon, très généralement, c'est un blocage, c'est un frein. Bon, le monde aujourd'hui, ou dans un contexte de capitalisme, c'est que seules les entreprises créent le développement, font le développement. Bon, le système politique, chez nous, il y a plusieurs paramètres qu'on a évoqués ici qui feraient impôts, taux élevés des prêts, conditions difficiles d'accès au financement sont des blocages. C'est pourquoi nous, dans notre dispositif d'accompagnement et facilitation d'accès au crédit, on travaille beaucoup sur la psychologie de jeunes, l'exemplarité. Et l'exemplarité commence par tester son projet soi-même sans un centime. Et l'autre étape, valider son projet avec des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent être votre modèle. Trouver son modèle et ses références. Les mentorats. Et la dernière partie, ça, c'est la formation continue. Parce qu'aujourd'hui, nous, les secteurs informels, il y a beaucoup de gens qui sont butés à des problèmes de finition. Tu leur donnes un marché, ils exécutent le marché, à la fin, le client n'est pas totalement satisfait dans le domaine des prestations. Ou encore, tu commences à bien travailler, à avoir un bon fournisseur qui commence à avoir confiance en toi. Et à la dernière minute où vraiment vous devez exceller, il y a une erreur que les jeunes commettent et après, il y a une crise de confiance. Parce que si je dois te donner 10 millions pour continuer à faire une affaire, et que avec une somme de 5 millions, 6 millions, tu commences à doubler, donc ça veut dire que tu n'es pas prêt pour aller au bout. Très généralement, ça c'est des étapes où vraiment on a tendance à dire, comme dans un autre jargon, les jeunes sont pressés. Quand on est pressé, on ne peut pas être un bon entrepreneur. Que Sangaré. Ok, donc il faut reconnaître aujourd'hui que il est indéniable que le secteur informel joue un rôle important dans notre économie, notamment en termes de création d'emplois. Et je l'ai dit aussi, il pourvoit à la satisfaction de certains besoins qui ne sont pas pris en compte par le secteur formel. Aujourd'hui, si le secteur informel n'existait pas, je me dis, il y a pas mal de Maliens qui auront du mal à trouver l'air déjeuner. Tout le monde ne peut pas aller manger dans les restaurants IP et autres. Donc les petites gargotes et causes qui sont là, ça constitue une réponse à un besoin réel. Et ce que j'ai dit, par rapport à la résolution du problème, si ça constitue un problème, parce qu'en termes de perte fiscale, naturellement, parce que ça c'est le bémol vraiment de l'informel. On parle de 10%. De 10%, mais en réalité, c'est 98% d'unités économiques. Donc les pertes vont au-delà de 10%. Maintenant, mais ce qu'il faut éviter, surtout la répression. Généralement, dans nos pays, on a tendance à réprimer ce secteur. Et cela peut créer des conséquences plus graves. Et nous avons vu, les printemps arabes sont partis de là. Et certains pays ont tenté, et ça a failli créer vraiment des remous dans ces pays-là. Donc, comme on a dit, d'abord, le problème du secteur informel peut se résoudre par une stratégie globale de développement.
on a dit il y a certains acteurs naturellement qui vont s'extirper de l'informel avec le développement économique, vont prendre le train du développement économique, vont en sortir. Il y a d'autres qui vont migrer vers un entrepreneuriat de référence. Donc c'est surtout ceci qu'il faut identifier, les accompagner avec les facilités de crédit, avec la formation, et aussi il faut le dire, hein, bon, je ne suis pas fiscaliste, mais à entendre nos camarades qui sont là, la fiscalité pose problème. Donc il faut un régime fiscal adapté, voilà, pour que ça ne soit pas dissuasif pour ceux qui veulent venir vers le formel. Mais ce qu'on constate, c'est que dans tous les pays du monde, la fiscalité, on veut toujours que ce soit plus bas, alors qu'il faut un bon équilibre pour que l'économie avance. Monsieur Sako, pour le mot de la fin. Oui, le mot de la fin, nous on ne fait qu'à vous remercier parce que vous voir aujourd'hui que on va nous écouter, et nous comprenez aussi. Donc je le dirai toujours, je ne cesserai pas de le dire, il faut que l'impôt baisse les taxes. Il faut aussi, l'État aussi pense à donner les bâtiments administratifs aux commerçants d'État pour qu'on puisse les transformer. Donc là c'est très important, hein, parce qu'on ne peut pas se développer, comme vous avez dit, il y a 90% combien qui sont des unités économiques qui sont dans l'informel. Qui sont dans les informels. On ne peut pas se formaliser tant que tu n'as pas un endroit fixe où tu dois opérer. Donc vraiment moi je tiens, ça c'est une doléance qui par votre télé que je demande à l'État de nous offrir des bâtiments administratifs pour qu'on puisse formaliser. Merci messieurs d'être passés sur le plateau, discuter, nous éclairer sur notre thème entrepreneuriat de rue, activité de survie ou modèle économique. Je rappelle que j'ai eu le plaisir de recevoir sur ce plateau monsieur Mamadou Sangaré, enseignant chercheur à la FSEG. Merci monsieur Sangaré d'être venu sur le plateau. Merci également à monsieur Modibo Diakité, président de l'association pour le développement socio-économique et technologique de la jeunesse ADEJ. Merci d'être venu monsieur Diakité. Merci à monsieur Mamadou Guindo, promoteur de Guindo Farming, une entreprise agro-business, ancien vendeur ambulant, devenu aujourd'hui un entrepreneur de référence dans son secteur. Merci infiniment au président le président du syndicat national de commerçants et contribuables du Mali, monsieur Cheikh Oumar Sako. Donc merci messieurs d'être venus sur ce plateau. Merci à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivis et à très bientôt sur TM1.